La pendule de la cuisine égrène ses secondes dans un silence oppressant, chaque tic-tac résonnant comme un compte à rebours vers l'inéluctable. Sur la table, une nappe à carreaux rouges et blancs, tachée de vin renversé, semble figée dans le temps. 2 verres à moitié pleins, une assiette brisée, et une lame de couteau luisant sous la lumière blafarde d'un néon vacillant. Dans cette maison de banlieue française, à l'aube des années 2000, une scène banale s'est transformée en théâtre d'une tragédie inimaginable. Un frère, les mains tremblantes, le regard hanté, se tient au centre de la pièce. À ses pieds, 2 corps immobiles, figés dans un instant d'éternité. Ce qu'il a découvert cette nuit-là, dans l'intimité de cette cuisine, a brisé bien plus que des vies. Il a révélé un secret si sombre, si tabou, qu'il défie la raison et glace le sang. Bienvenue dans un récit qui vous entraînera au cœur d'une histoire vraie, où l'amour, la jalousie et la trahison se sont entrelacés jusqu'à un point de rupture fatale. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un crime, c'est une plongée dans les abysses de l'âme humaine, là où les frontières entre le bien et le mal s'effacent, où les liens familiaux, censés être sacrés, deviennent une prison étouffante. Ce drame, survenu dans une petite ville française, au tournant du millénaire, n'est pas un simple fait divers. Il soulève des questions troublantes. Jusqu'où peut-on aller par amour? Que se passe-t-il quand la vérité, celle qu'on refuse de voir, éclate au grand jour? Et surtout, comment un frère, un homme ordinaire, a-t-il pu devenir l'instrument d'une telle horreur? Dès les premières secondes, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qui a pu pousser cet homme à commettre l'irréparable? Était-ce la rage, la douleur, ou quelque chose de bien plus profond, enfoui dans les secrets d'une famille apparemment banale? Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes n'est pas seulement une chronique criminelle. C'est une exploration de ce qui se tapit dans l'ombre de nos vies quotidiennes. Les désirs interdits, les silences coupables, et les vérités qu'on préfère ignorer jusqu'à ce qu'elles nous explosent au visage. Restez avec nous, car ce que vous croyez savoir sur ce crime n'est qu'une façade. Derrière chaque détail, chaque mot prononcé dans cette maison, se cache une révélation qui pourrait changer à jamais votre façon de voir ceux qui vous entourent. Imaginez-vous dans cette cuisine, à cet instant précis. L'odeur du café froid flotte encore dans l'air, mêlée à celle du désespoir. Les murs, ornés de photos de familles souriantes, semblent hurler une vérité que personne n'a voulu entendre. Ce frère, dont le nom résonne encore dans les archives judiciaires, n'était pas un monstre au départ. Il était un fils, un ami, un homme avec des rêves et des blessures. Mais ce qu'il a découvert cette nuit-là, un amour interdit, un lien qui brisait toutes les règles de la morale, l'a transformé en quelque chose qu'il n'aurait jamais cru devenir. Cette histoire ne parle pas seulement de lui, elle parle de nous tous, de notre capacité à fermer les yeux, à ignorer les signes, jusqu'à ce que l'impensable devienne réalité. Ce crime, c'est une fissure dans la façade de la normalité. Il nous rappelle que personne n'est à l'abri, que le mal ne vient pas toujours de l'extérieur, mais peut naître au sein même de ceux que nous aimons. Il nous force à nous demander, que ferions-nous face à une vérité aussi dévastatrice? Ignorerions-nous les murmures dans notre dos, les regards furtifs, les silences lourds, ou, comme ce frère, serions-nous poussés à agir, emportés par une tempête d'émotions que nous ne comprenons pas nous-mêmes? Ce récit n'est pas là pour juger mais pour comprendre, pour plonger dans ce tunnel sombre où chaque pas révèle une nouvelle facette de l'âme humaine, parfois belle, parfois terrifiante. Avant de continuer, nous avons besoin de vous. Si cette histoire vous intrigue, si elle vous fait frissonner ou vous pousse à réfléchir, montrez-le. Laissez un j'aime pour que ce récit et d'autres comme celui-ci atteignent ceux qui, comme vous, cherchent à comprendre ce qui se cache derrière les ombres. En commentant « Je suis prêt à découvrir la vérité cachée », vous ne faites pas qu'interagir. Vous rejoignez une communauté de curieux, d'âmes courageuses prêtes à affronter l'inexplicable. Votre geste, aussi simple soit-il, est une façon de dire « Je veux savoir, je veux comprendre ». Merci d'être là, d'avoir choisi de plonger avec nous dans cette quête de vérité. Préparez-vous, car ce qui vient maintenant contient une révélation clé qui changera à jamais votre vision de l'esprit humain. Ce n'est que le début, et ce que vous allez découvrir dans cette maison, dans cette cuisine, est bien plus qu'un crime. C'est un miroir tendu vers nos propres failles, nos propres secrets. Dans la petite ville de Saint-Lys, à une trentaine de kilomètres de Toulouse, les rues pavées et les maisons en briques rouges respiraient la quiétude des années 2000. Les habitants se saluaient d'un signe de tête,
Les enfants jouaient dans les parcs jusqu'à la tombée de la nuit, et les rumeurs, bien que rares, circulaient comme une brise légère, à peine perceptible. Pourtant, dans la maison des Morel, une bâtisse modeste aux volets bleus délavés, quelque chose couvait sous la surface. La cuisine, théâtre du drame que nous avons entrevu, n'était pas encore tachée de vin ni hantée par le silence des corps. Mais déjà, des ombres s'étiraient dans les couloirs, portées par des secrets que personne n'osait nommer. La famille Morel semblait à première vue ordinaire. Jacques, le père, était employé de banque, un homme discret dont le sourire fatigué trahissait des années de labeur. Claire, la mère, enseignait le français dans un collège voisin connu pour sa douceur et son dévouement. Leurs 2 enfants, Julien et Sophie, étaient le cœur de cette maison. Julien, l'aîné, avait 27 ans en 2002, un jeune homme robuste, travaillant comme mécanicien dans un garage local. Sophie, 22 ans, étudiait les arts à l'université de Toulouse, revenant chaque week-end avec des toiles inachevées et des rêves plein la tête. Aux yeux du voisinage, ils étaient une famille unie, soudée par les petites routines du quotidien. Les dîners du dimanche, les rires partagés autour d'une vieille télé cathodique, les disputes banales sur qui avait oublié de fermer la porte du jardin. Mais sous cette façade, des fissures s'étaient formées bien avant cette nuit fatale. Julien, malgré son apparence de grand frère protecteur, portait en lui une colère sourde, un mélange de frustration et de responsabilité. Depuis l'adolescence, il avait été le pilier de la famille, celui qui réglait les conflits, qui écoutait les plaintes, qui comblait les silences. Sophie, elle, était différente. Elle avait toujours été la lumière de la maison, mais aussi son mystère. Ses retours à Saint-Lys étaient marqués par une distance nouvelle, des regards absents, des phrases laissées en suspens. Elle parlait peu de ses études, encore moins de ses amis. Et puis, il y avait Étienne, le cousin éloigné, arrivé dans leur vie comme une bourrasque inattendue. Étienne, 29 ans, était un homme à part. Charismatique, avec un sourire qui désarmait les méfiances, il s'était installé à Saint-Lys 1 an plus tôt, en 2001, après avoir quitté Paris pour des raisons qu'il évoquait vaguement. Une rupture, un besoin de changement, un retour aux racines. Les Morel l'avaient accueilli à bras ouverts, lui offrant une chambre d'amis au rez-de-chaussée. Étienne s'était rapidement intégré, aidant Jacques à réparer la vieille Peugeot, discutant littérature avec Claire, plaisantant avec Julien sur les matchs de rugby. Mais c'était avec Sophie qu'il passait le plus de temps. Les voisins les voyaient souvent ensemble, marchant jusqu'au canal, partageant des cigarettes sous le vieux chêne du jardin, leurs rires étouffés flottant dans l'air du soir. Au début, personne n'y prêta attention. Après tout, ils étaient cousins et leur complicité semblait naturelle. Mais Julien, lui, voyait autre chose. Il remarquait les regards prolongés, les silences complices, les moments où Sophie et Étienne disparaissaient ensemble sans explication. Une nuit, alors qu'ils rentraient tard du garage, il les surprit dans la cuisine, penchés l'un vers l'autre, leurs murmures à peine audibles sous le bourdonnement du réfrigérateur. Il n'entendit pas leurs mots, mais il sentit un poids dans sa poitrine, une intuition qu'il repoussa d'abord. Ce n'était rien, se dit-il, juste des cousins qui s'entendent bien. Pourtant, ce moment resta gravé en lui, comme une écharde qu'il ne pouvait extraire. Les semaines passèrent, et les signes s'accumulèrent. Sophie rentrait plus souvent de Toulouse, mais ses visites semblaient dictées par autre chose que la nostalgie. Elle et Étienne partageaient des plaisanteries que personne d'autre ne comprenait, des regards qui s'attardaient un peu trop longtemps. Julien, lui, devenait de plus en plus silencieux. Il observait, analysait, cherchant à comprendre ce qui se passait sous son propre toit. Ses nuits étaient hantées par des pensées qu'il n'osait formuler, des images qu'il chassait au réveil. Il se surprenait à écouter aux portes, à scruter les gestes de sa sœur et de son cousin, à chercher des indices dans leur silence. Était-ce de la paranoïa? Ou voyait-il ce que les autres refusaient d'admettre? Un soir, alors que la famille dînait ensemble, un incident brisa l'équilibre précaire. Sophie, riant à une remarque d'Étienne, posa sa main. Julien ne dormait presque plus. Les nuits à Saint-Lys, autrefois paisibles, étaient devenues un labyrinthe de pensées tourbillonnantes, où chaque bruit, le craquement du plancher, le murmure du vent contre les volets, semblait porter un message qu'il redoutait de comprendre. Depuis ce dîner où la main de Sophie avait effleuré celle d'Étienne, un feu s'était allumé en lui, un mélange de doute, de colère et d'une peur qu'il n'osait nommer. La maison des Morel, avec ses murs tapissés de souvenirs et son odeur de bois verni, n'était plus un refuge.
Elle était devenue un échiquier où chaque geste, chaque regard semblait calculé, chargé d'une intention cachée. Julien avait toujours été protecteur envers Sophie. Enfant, il la défendait contre les moqueries à l'école, l'aidait à réparer son vélo cassé, écoutait ses rêves d'artiste sous les étoiles du jardin. Mais désormais, cette proximité semblait appartenir à une autre vie. Sophie, avec ses silences nouveaux et ses sourires énigmatiques, lui échappait. Et Étienne, avec son assurance désinvolte, ses anecdotes parisiennes et son rire trop facile, était au centre de cette fracture. Julien ne pouvait s'empêcher de le fixer, cherchant dans ses gestes une preuve, un indice, quelque chose qui confirmerait ou infirmerait la tempête qui grondait dans son esprit. Il commença à poser des questions, d'abord discrètes, presque anodines. « Tu passes beaucoup de temps avec Étienne, non » lança-t-il un matin à Sophie, alors qu'elle préparait du café dans la cuisine. Elle haussa les épaules, son regard fuyant vers la fenêtre. « Il est sympa, c'est tout. On s'entend bien. » Sa voix était légère, mais il y avait une tension dans ses mots, comme si elle pesait chaque syllabe. Julien insista, son ton durcissant malgré lui. « Sympa, hein? Vous faites quoi tous les deux quand vous disparaissez pendant des heures ?» Sophie posa sa tasse avec un claquement sec. « T'es pas mon gardien, Julien. Laisse-moi respirer. » Elle quitta la pièce, laissant derrière elle un silence lourd, ponctué par le tic-tac de la pendule. Ce fut le début d'une obsession. Julien ne pouvait plus regarder Sophie sans voir Étienne à ses côtés, leurs ombres se mêlant dans une danse qu'il ne comprenait pas. Il se surprit à fouiller, à chercher des réponses là où il n'aurait jamais osé auparavant. Un soir, alors que la maison était endormie, il entra dans la chambre d'amis d'Étienne. La pièce sentait le tabac froid et l'eau de Cologne. Sur la table de chevet, un carnet à la couverture usée attira son attention. Il l'ouvrit, le cœur battant, mais n'y trouva que des esquisses de paysages, des notes sur des livres, rien de concret. Pourtant, une phrase griffonnée à la hâte le figea. Avec S, tout est différent. Elle voit ce que personne d'autre ne voit. Était-ce Sophie? Était-ce innocent? Ou était-ce la clé de ce qu'il redoutait? Les jours suivants, Julien devint un fantôme dans sa propre maison. Il observait Sophie et Étienne de loin, notant chaque interaction. Il remarqua la façon dont Étienne posait une main sur l'épaule de Sophie lorsqu'il riait, la manière dont elle rougissait légèrement sous son regard. Il entendit leur chuchotement tard le soir, derrière la porte close de la cuisine, des mots trop bas pour être compris mais assez intimes pour le faire frémir. Il tenta de parler à sa mère, Claire, espérant qu'elle partagerait ses inquiétudes. Mais Claire, absorbée par ses copies à corriger, balaya ses doutes d'un sourire fatigué. « Tu te fais des idées, Julien. Ils sont cousins, ils s'entendent bien, c'est tout. » Jacques, lui, était encore plus distant, perdu dans ses comptes et ses soucis au travail. Julien se sentait seul, piégé dans une vérité qu'il était le seul à entrevoir. Un incident, quelques semaines plus tard, fit basculer la dynamique. C'était un samedi soir. L'air était lourd d'une chaleur d'août qui, le geste de Sophie, sa main posée sur la joue d'Étienne dans la pénombre de la cuisine, resta gravé dans l'esprit de Julien comme une image brûlée sur une pellicule. Ce n'était pas seulement un contact, c'était une trahison, une fissure dans l'ordre des choses, une vérité qu'il n'était pas prêt à affronter, mais qu'il ne pouvait plus ignorer. Cette nuit d'août 2002, sous le bourdonnement des criquets et la lueur vacillante du néon, Julien sentit quelque chose se briser en lui. La maison des Morel, autrefois un havre de routine familière, était devenue une cage où chaque regard, chaque silence, semblait chargé d'un danger invisible. Les jours qui suivirent, Julien oscilla entre rage et désespoir. Il ne pouvait plus regarder Sophie sans voir ce moment, sans entendre le murmure de leurs voix complices. Étienne, avec son sourire désinvolte, devenait une présence insupportable, une ombre qui planait sur chaque instant. Julien évitait désormais les repas de famille, prétextant des heures supplémentaires au garage. Mais même là-bas, entouré des outils et de l'odeur d'huile de moteur, ses pensées le ramenaient à la cuisine, à ce geste, à cette intimité qu'il ne comprenait pas mais qui le consumait. Il se demandait si ses parents voyèrent quelque chose, s'il choisissait de fermer les yeux, ou si lui seul portait le poids de ce secret. Un soir, poussé par une impulsion qu'il ne contrôlait plus, Julien décida de confronter Sophie. Il attendit qu'elle rentre de Toulouse tard dans la nuit, ses toiles sous le bras, son visage fatigué mais toujours marqué par cette lueur énigmatique. La maison était silencieuse. Jacques et Claire dormaient à l'étage. Et Étienne, pour une fois, n'était pas là,
Parti rendre visite à un vieil ami à Albi, avait-il dit. Julien intercepta Sophie dans le couloir, près de l'escalier, où la lumière d'une lampe à pétrole projetait des ombres dansantes sur les murs. « Faut qu'on parle », murmura-t-il, sa voix rauque, presque étrangère à ses propres oreilles. Sophie le regarda, surprise, mais quelque chose dans ses yeux, une lueur de méfiance, peut-être, trahit qu'elle savait ce qui allait suivre. « Qu'est-ce qui se passe, Julien ? T'as l'air bizarre. » Elle tenta un sourire, mais il était fragile, comme une vitre prête à se fissurer. Julien prit une profonde inspiration, son cœur battant à tout rompre. « Toi et Étienne, qu'est-ce qui se passe entre vous ?» Les mots sortirent plus durs qu'il ne l'avait voulu, chargés d'une accusation qu'il n'avait pas encore pleinement formulée dans son esprit. Sophie pâlit, mais elle ne détourna pas le regard. « Rien, Julien. T'es sérieux ? C'est juste Étienne. On est proches, c'est tout. » Sa voix tremblait légèrement, et Julien sentit une vague de colère monter en lui. « Proche ?» répéta-t-il, son ton montant malgré lui. « Je vous ai vu, Sophie, dans la cuisine l'autre soir. Ce regard, cette main sur son visage, c'est pas normal. Pas entre cousins. » Il fit un pas vers elle et elle recula instinctivement, son dos frôlant le mur. « T'espionnes maintenant ?» répondit-elle, une pointe de défi dans la voix. « T'as rien d'autre à faire que de fouiller dans ma vie ?» Mais ces mots manquaient de conviction, et Julien le sentit. Il s'approcha encore, baissant la voix pour ne pas réveiller leurs parents. « Dis-moi la vérité, Sophie. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que si c'est ce que je pense... » Il s'arrêta, incapable de prononcer les mots. L'idée même était un poison, un tabou qui le révulsait, mais il avait besoin d'entendre sa sœur le nier, le rassurer, lui prouver qu'il se trompait. Sophie ouvrit la bouche, puis la referma. Ses yeux brillaient, non pas de larmes, mais d'une émotion complexe, colère, peur, peut-être honte. « Tu comprends rien, Julien ?» murmura-t-elle enfin. « Tu vois ce que tu veux voir. Laisse-nous tranquilles. » Elle tourna les talons et monta l'escalier, ses pas rapides résonnant dans le silence. Julien resta figé, les poings serrés, le souffle court. Il avait voulu des réponses, mais tout ce qu'il avait obtenu, c'était un mur de mystère, une porte fermée à double tour. Le lendemain, Étienne revint, et la maison retrouva son apparente normalité. Mais pour Julien, rien n'était plus pareil. Il observait chaque interaction entre Sophie et Étienne avec une intensité presque maladive, cherchant des preuves, des failles. Il remarqua des détails qu'il n'avait pas vus avant, la façon dont leurs doigts s'effleuraient en passant un plat à table, les regards furtifs qu'ils échangeaient quand ils pensaient que personne ne regardait. Il se mit à écouter aux portes, à fouiller discrètement la chambre d'Étienne lorsqu'il était seul, espérant trouver quelque chose, une lettre, un message, n'importe quoi, qui confirmerait ses soupçons. Mais tout ce qu'il trouva, ce fut ce même carnet, avec cette phrase énigmatique. Avec S, tout est différent. Chaque lecture de ces mots renforçait sa conviction, mais aussi son impuissance. Un après-midi, alors qu'il travaillait sous une voiture au garage, un collègue remarqua son air absent. « T'as l'air d'un mec qui porte le monde sur ses épaules, Julien. Qu'est-ce qui va pas ?» Julien esquissa un sourire amer, secouant la tête. Comment expliquer ce qu'il ressentait ? Cette impression que sa famille, sa vie, tout ce qu'il avait cru solide, s'effritait sous ses yeux. Il rentra chez lui ce soir-là avec une détermination nouvelle. Il ne pouvait plus se contenter de douter. Il devait savoir. Il devait agir. Cette nuit-là, il attendit. Assis dans le salon, une cigarette éteinte entre les doigts, il écouta les bruits de la maison. Le craquement du plancher, le murmure des voix dans la cuisine. Sophie et Étienne étaient là, encore, seuls, leur chuchotement flottant comme une brume toxique. Julien se leva, le cœur battant, et s'approcha de la porte. Cette fois, il n'allait pas se contenter d'observer. Cette fois, il allait entrer. La porte de la cuisine s'ouvrit avec un grincement discret, mais dans le silence de la nuit, ce son résonna comme un coup de tonnerre. Julien se tenait sur le seuil, ses yeux scrutant l'obscurité trouée par la lumière pâle du néon. Sophie et Étienne, assis à la table, se figèrent. Leurs visages, éclairés par la lueur vacillante, trahissaient une surprise mêlée d'une tension palpable. La nappe à carreaux rouges et blancs, impeccablement repassée, contrastait avec le désordre émotionnel qui emplissait la pièce. Un verre d'eau à moitié bu, une assiette de restes de tarte aux pommes, et l'odeur persistante du café froid flottait dans l'air. Julien sentit son pouls s'accélérer, chaque battement résonnant dans ses tempes comme un tambour de guerre. « Qu'est-ce que vous faites »
Sa voix, rauque et tremblante, brisa le silence. Sophie se redressa, ses mains crispées sur le bord de la table. Étienne, lui, conserva son calme apparent, mais ses yeux s'étrécirent légèrement comme s'il évaluait la menace. « On parlait, Julien, » répondit-il, son ton léger mais teinté d'une prudence nouvelle. « Juste une discussion entre cousins, rien de plus. » Il esquissa un sourire, mais il était forcé comme un masque mal ajusté. Sophie, elle, ne dit rien. Ses lèvres étaient pincées, ses yeux fixés sur la table, évitant le regard de son frère. Julien fit un pas dans la pièce, la porte se refermant derrière lui avec un claquement sourd. « Vous parlez souvent, hein? Toujours seul, toujours la nuit. » Ces mots étaient lourds, chargés d'une accusation qu'il ne pouvait plus retenir. Il pointa un doigt vers Étienne, sa main tremblant légèrement. « J'ai vu comment vous vous regardez, comment vous vous touchez. Ce n'est pas normal, pas entre cousins. » Le mot « cousin » résonna dans la cuisine, un mot qui, dans cette maison, avait toujours signifié famille, lien sacré, mais qui, ce soir-là, semblait souillé, déformé par une vérité qu'aucun d'eux n'osait encore nommer. Sophie releva enfin les yeux, et ce que Julien y vit le désarçonna. Pas de colère, pas de défi, mais une douleur brute, presque animale. « Julien, arrête » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Tu ne comprends pas, tu ne sais pas de quoi tu parles. » Mais ces mots, loin de l'apaiser, ne firent qu'attiser la tempête en lui. « Alors explique-moi » lança-t-il, sa voix montant malgré lui. « Explique-moi pourquoi vous agissez comme si vous étiez plus que de la famille. » Il fit un autre pas, ses poings serrés, son souffle court. La cuisine, avec ses murs ornés de photos de vacances et de dessins d'enfants, semblait rétrécir autour d'eux comme si elle emprisonnait leurs secrets. Étienne se leva lentement, ses mains levées en un geste d'apaisement. « Calme-toi, Julien. Tu te fais des films. On est proches, c'est tout. Sophie a besoin de quelqu'un à qui parler. Et moi, je suis là. » Mais son ton, trop maîtrisé, sonna faux aux oreilles de Julien. Il voyait le mensonge dans la façon dont Étienne évitait son regard, dans la tension de ses épaules. « Proche ?» répéta Julien, un rictus amer déformant son visage. « Tu crois que je suis aveugle? J'ai vu ta main sur elle, Étienne. J'ai vu comment elle te regarde. Ce n'est pas juste être proche, c'est autre chose. » Il s'arrêta, les mots lui brûlant la gorge. Il ne pouvait pas le dire à voix haute, pas encore. Mais l'idée, ce tabou innommable, flottait entre eux comme une ombre menaçante. Sophie se leva à son tour, sa chaise raclant le sol. « Ça suffit, Julien !» cria-t-elle, sa voix brisant le silence comme un éclat de verre. « Tu veux tout gâcher, c'est ça? Tu veux détruire ce qu'on a, juste parce que tu ne comprends pas ?» Ses joues étaient rouges, ses yeux brillants de larmes qu'elle retenait à grand-peine. Julien sentit une douleur aiguë dans sa poitrine, un mélange de trahison et de désespoir. « Ce que vous avez ?» répéta-t-il, sa voix tremblante. « Et c'est quoi exactement, Sophie? Dis-le-moi, dis-le. » Il s'avança vers elle, et pendant un instant, la cuisine sembla suspendue dans le temps, chaque respiration, chaque battement de cœur amplifié par la tension. Étienne s'interposa, posant une main ferme sur l'épaule de Julien. « Ça va trop loin, mec. Recule. » Mais ce contact, ce geste d'autorité fut la goutte de trop. Julien repoussa la main d'Étienne avec violence, ses yeux brûlants de rage. « Ne me touche pas !» hurla-t-il. « Tu crois que tu peux débarquer ici, dans ma maison, dans ma famille, et faire ça ?» Il pointa un doigt accusateur vers Sophie qui reculait maintenant, ses mains couvrant son visage. « Dis-lui, Sophie » insista Julien, sa voix brisée par l'émotion. « Dis-lui ce que tu m'as dit, que je me fais des idées, que c'est rien. Vas-y, dis-le. » Mais Sophie ne répondit pas. Elle resta là, immobile, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. Étienne, pour la première fois, sembla perdre son assurance. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Le silence qui suivit fut plus lourd que tout ce qui avait été dit. Julien sentit son monde s'effondrer, morceau par morceau. Ce n'était pas un déni qu'il voyait dans les yeux de sa sœur, ni dans ceux d'Étienne. C'était une confirmation, muette mais écrasante, d'une vérité qu'il avait redoutée depuis des semaines. Il recula d'un pas, son dos heurtant le comptoir, ses mains cherchant un appui dans ce chaos. « Vous, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Vous deux ?» Il ne termina pas sa phrase. Les mots étaient inutiles. La cuisine, avec son néon clignotant et ses souvenirs d'une vie plus simple, était devenue le théâtre d'une fracture irréparable. Julien tourna les talons et quitta la pièce, ses pas lourds résonnant dans le couloir. Derrière lui, il entendit Sophie murmurer son nom, mais il ne se retourna pas.
Il ne pouvait pas. Pas encore. Le couloir menant au salon semblait interminable à Julien, alors qu'il s'éloignait de la cuisine, chaque pas résonnant comme un écho de la confrontation qu'il venait de vivre. La maison des Morel, baignée dans l'obscurité de cette nuit d'août 2002, n'avait jamais paru aussi oppressante. Les murs, ornés de photos de vacances à la mer et de dessins d'enfants, semblaient se refermer sur lui, comme si la maison elle-même conspirait pour garder le secret qu'il venait de mettre à nu. Derrière lui, les murmures de Sophie et Étienne s'étaient tus, remplacés par un silence lourd, presque tangible, qui pesait sur ses épaules comme une sentence. Julien s'effondra sur le canapé du salon, ses mains tremblantes enfouies dans ses cheveux. La lueur bleutée de la télévision, laissée allumée sur une chaîne de rediffusion, projetait des ombres dansantes sur son visage. Il tentait de reprendre son souffle, de calmer le tumulte dans son esprit, mais les images de la cuisine, le regard fuyant de Sophie, la main d'Étienne sur son épaule, ce silence accablant, tournait en boucle, comme une cassette VHS rayée. Il voulait croire qu'il s'était trompé, que ses soupçons n'étaient qu'un délire né de la fatigue et de la solitude. Mais le poids dans sa poitrine, cette certitude viscérale, lui disait le contraire. Ce qu'il avait vu, ce qu'il avait ressenti, était bien réel, et c'était insupportable. Les jours suivants furent un enfer silencieux. Julien évitait la cuisine, évitait Sophie, évitait Étienne. Il passait ses journées au garage, vissé sous des capots, les mains noircies par la graisse. Mais son esprit restait prisonnier de cette nuit. Chaque bruit, le claquement d'une portière, le rire d'un collègue, le ramenait à la maison, à ce moment où tout avait basculé. Il se surprenait à fixer son reflet dans les vitres des voitures, cherchant dans ses propres yeux une réponse, une explication. Était-il fou? Avait-il mal interprété les gestes, les regards? Ou avait-il vu la vérité? Une vérité si monstrueuse qu'elle menaçait de détruire tout ce qu'il aimait. Sophie, de son côté, semblait s'être retranchée dans une coquille. Elle rentrait moins souvent de Toulouse, et quand elle était là, elle évitait les regards, se murant dans un silence qui ne faisait qu'alimenter les soupçons de Julien. Ses toiles, autrefois vibrantes de couleurs, restaient inachevées, empilées dans un coin de sa chambre comme des reliques d'une autre vie. Étienne, lui, continuait à jouer son rôle de cousin affable, mais ses sourires semblaient en plus forcés, ses anecdotes moins fréquentes. Même Jacques et Claire, jusqu'alors aveugles aux tensions, commencèrent à remarquer une froideur dans l'air. « Qu'est-ce qui se passe avec toi et ta sœur » demanda Claire un soir, alors que Julien rangeait la vaisselle. Il haussa les épaules, incapable de répondre sans trahir la tempête qui faisait rage en lui. Mais la maison ne pouvait contenir un tel secret indéfiniment. Une semaine après la confrontation, un nouvel incident fit vaciller l'équilibre fragile. C'était un dimanche après-midi et la famille s'était réunie pour un barbecue dans le jardin, une tentative maladroite de retrouver une normalité perdue. Le soleil d'août tapait fort, et l'odeur de viande grillée se mêlait à celle de l'herbe fraîchement coupée. Julien, assis à l'écart, une bière à la main, observait Sophie et Étienne. Ils étaient à nouveau proches, trop proches, leurs épaules se frôlant, alors qu'ils discutaient près du vieux chêne. Un rire, un regard, un geste anodin, Sophie ajustant une mèche de cheveux derrière l'oreille d'Étienne, et Julien sentit son sang bouillir. Il se leva d'un bond, renversant sa chaise. « Ça suffit !» cria-t-il, sa voix tranchant l'air comme un couteau. Tous les regards se tournèrent vers lui. Jacques, perplexe, une pince à barbecue en main. Claire, figée, une assiette de salade à la main. Sophie, dont le visage passa de la surprise à l'effroi, et Étienne, dont le sourire s'effaça instantanément. « Julien, qu'est-ce qui te prend ?» demanda Jacques, mais Julien l'ignora, ses yeux rivés sur Sophie et Étienne. « Vous pensez que personne ne voit? Que personne ne comprend ?» Sa voix tremblait, mais il ne pouvait plus s'arrêter. « Vous croyez que vous pouvez continuer comme ça, sous notre nez, dans notre maison ?» Sophie blêmit, ses mains serrant le bord de la table de jardin. « Julien, arrête, s'il te plaît, » murmura-t-elle, mais sa voix était faible, presque suppliante. Étienne, lui, tenta de reprendre le contrôle. « Julien, tu dérailles. On est juste en train de discuter. Calme-toi, mec. » Mais ces mots sonnaient creux, et Julien le savait. Il fit un pas vers eux, son corps tendu comme un arc. « Ne me prends pas pour un idiot, Étienne. J'ai tout vu. Tout. » Il pointa un doigt accusateur vers Sophie. « Et toi, comment tu peux faire ça? Comment tu peux nous faire ça? » Le jardin, autrefois théâtre de rires et de jeux d'enfants,
devint une arène où les vérités refoulées s'entrechoquaient. Claire, les larmes aux yeux, s'interposa. « Julien, ça suffit, tu fais peur à tout le monde. » Mais Julien ne l'entendait plus. Il voyait rouge, son monde réduit à cette douleur, cette trahison. Sophie, les joues inondées de larmes, quitta le jardin en courant, disparaissant dans la maison. Étienne hésita puis la suivit, jetant un dernier regard à Julien, un regard où se mêlaient défi et peur. Jacques attrapa le bras de son fils. « Qu'est-ce qui t'arrive, bon sang? Parle !» Mais Julien se dégagea, incapable de mettre des mots sur la tempête qui l'engloutissait. Cette nuit-là, seul dans sa chambre, Julien fixa le plafond, les ombres dansant au rythme de ses pensées. Il savait qu'il ne pouvait plus reculer. La vérité, qu'il l'ait voulu ou non, était sortie, et avec elle, un engrenage s'était mis en marche, un engrenage qui mènerait à une issue qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Le jardin des Morel, encore vibrant des échos de l'éclat de Julien, retomba dans un silence oppressant après que Sophie eut disparu dans la maison, suivie par Étienne. Le soleil d'août, implacable, continuait de darder ses rayons sur la table en plastique où les assiettes de salade et les restes de viande grillée semblaient figés, comme des reliques d'un moment de bonheur familial désormais brisé. Jacques, les sourcils froncés, lâcha enfin le bras de son fils. « Julien, tu vas m'expliquer ce qui se passe. Tout de suite. » Sa voix, habituellement calme, tremblait d'une colère contenue. Claire, les yeux rougis, secouait la tête, murmurant des mots inaudibles, comme une prière pour ramener l'harmonie perdue. Mais Julien, le regard fixé sur la porte par laquelle Sophie et Étienne avaient disparu, ne répondit pas. Il tourna les talons et rentra, laissant ses parents dans un jardin qui semblait soudain trop grand, trop vide. À l'intérieur, la maison était un mausolée de souvenirs. Chaque objet, le vieux poste de radio dans le salon, les rideaux à fleurs de clair, le cendrier en céramique où Julien écrasait ses cigarettes, semblait chargé d'une nostalgie cruelle, rappelant une époque où les secrets n'avaient pas encore empoisonné l'air. Julien monta à l'étage, ses pas lourds sur l'escalier de bois. Il s'arrêta devant la chambre de Sophie, la porte entr'ouverte laissant filtrer un rai de lumière. Il entendit des murmures, des voix basses, mais ne distingua pas les mots. Il voulait frapper, entrer, exiger des réponses, mais une fatigue profonde, presque physique, l'en empêcha. Il s'adossa au mur, ferma les yeux et tenta de reprendre le contrôle de ses pensées. Mais tout ce qu'il voyait, c'était Sophie, ses larmes dans le jardin, et Étienne toujours là comme une ombre indélogeable. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension insoutenable. La maison, autrefois bruyante de rires et de conversations banales, était devenue un champ de mine où chaque mot risquait de déclencher une explosion. Sophie ne sortait presque plus de sa chambre, prétextant des migraines ou des travaux universitaires. Étienne, lui, adoptait une discrétion nouvelle, évitant les repas familiaux et passant ses journées à l'extérieur, soi-disant pour des courses ou des visites à des amis. Mais Julien n'était pas dupe. Il voyait les regards furtifs échangés entre eux, les silences complices qui s'installaient dès qu'il entrait dans une pièce. Ses parents, eux, semblaient osciller entre déni et inquiétude. Claire tentait de maintenir une façade de normalité, préparant des plats élaborés que personne ne touchait, tandis que Jacques, plus distant que jamais, se réfugiait dans son bureau, ses lunettes glissant sur son nez alors qu'il feuilletait des dossiers sans conviction. Julien, lui, était consumé par une question qui le rongeait. Que faire? Confronté à la vérité, ou du moins à ce qu'il croyait être la vérité, il se sentait à la fois bourreau et victime. Il repensait aux années où il avait protégé Sophie, où il avait été son confident, son roc. Comment en était-il arrivé là? Comment sa sœur, celle qui lui racontait ses rêves d'artiste sous les étoiles, avait-elle pu s'égarer dans une relation si impensable? Et Étienne, ce cousin qu'il avait accueilli comme un frère, comment avait-il pu trahir la confiance de toute une famille? Chaque nuit, allongé dans son lit, Julien fixait le plafond, les ombres jouant sur les murs comme des spectres de ses propres doutes. Il voulait parler, crier, mais les mots restaient coincés, prisonniers d'une douleur qu'il ne savait nommer. Un soir, alors que la maison était plongée dans l'obscurité, Julien entendit un bruit au rez-de-chaussée. Il se leva, pieds nus, et descendit l'escalier, guidé par une intuition qu'il ne comprenait pas. Dans la cuisine, il trouva Sophie, seule, assise à la table, une tasse de thé froid entre les mains. La lumière du néon, toujours aussi instable, clignotait au-dessus d'elle, projetant des ombres sur son visage. Elle sursauta en le voyant, renversant un peu de thé sur la nappe.
Julien, murmura-t-elle, sa voix tremblante. Qu'est-ce que tu veux? Il s'assit en face d'elle, ses mains posées à plat sur la table comme pour ancrer sa colère. La vérité, Sophie. Juste la vérité. Il la fixa, cherchant dans ses yeux la sœur qu'il avait connue, mais tout ce qu'il voyait, c'était une étrangère, une femme piégée par ses propres secrets. Sophie baissa les yeux, ses doigts jouant nerveusement avec la tasse. « Tu ne comprendrais pas, » dit-elle enfin, sa voix à peine audible. « C'est pas ce que tu penses, c'est compliqué. » Julien sentit une vague de frustration monter en lui. « Compliqué ?» répéta-t-il, sa voix montant malgré lui. « Sophie, ce que vous faites, toi et Étienne, c'est mal. C'est pas juste compliqué. C'est interdit. » Sophie releva la tête, ses yeux brillants de larmes. « Tu juges sans savoir, Julien. Tu vois ce que tu veux voir. » Elle se leva, prête à quitter la pièce, mais Julien attrapa son poignet, doucement mais fermement. « Dis-moi que je me trompe, alors. Dis-moi que je suis fou, que j'imagine tout. » Sa voix se brisa, et pour la première fois, il sentit des larmes brûler ses propres yeux. Sophie le regarda, son expression un mélange de peur et de désespoir. « Lâche-moi, » murmura-t-elle, et il obéit, ses mains retombant lourdement sur la table. Elle disparut dans l'escalier, laissant Julien seul dans la cuisine. Il fixa la nappe, les taches de thé s'étendant comme des ombres. Il savait qu'il était à un carrefour, un point où chaque décision aurait des conséquences irréversibles. Il ne pouvait plus vivre avec ce doute, mais il redoutait ce que la vérité pourrait révéler. Et quelque part, au fond de lui, il sentait que cette vérité, quelle qu'elle soit, le mènerait à un endroit d'où il ne pourrait jamais revenir. La maison des Morel semblait respirer un silence différent cette nuit-là, comme si elle retenait son souffle, consciente que quelque chose d'irréversible était sur le point de se produire. C'était le 23 août 2002, une nuit chaude et lourde où l'air portait l'odeur des champs voisins et le bourdonnement lointain des criquets. Julien, assis sur le bord de son lit, fixait l'obscurité de sa chambre. La confrontation avec Sophie dans la cuisine, ses mots évasifs, ses larmes, avaient laissé une blessure ouverte en lui. Il ne voyait plus sa sœur, mais une énigme, une silhouette floue qui s'éloignait de lui à chaque instant, et Étienne, cet intrus dans leur famille, était devenu le symbole de tout ce qui avait mal tourné. Il ne dormait plus, ou à peine. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait la main de Sophie sur la joue d'Étienne, leur murmure dans la cuisine, ce regard qu'ils partageaient, chargé d'une intimité qu'il ne pouvait accepter. Il avait essayé de parler, de comprendre, mais chaque tentative s'était heurtée à un mur de silence et de demi-vérité. Ce soir-là, alors que la pendule du salon sonnait minuit, Julien prit une décision. Il ne pouvait plus vivre dans ce flou, dans cette maison où chaque coin semblait cacher un secret. Il devait agir, non pas pour punir, mais pour protéger. Protéger Sophie, protéger la famille, protéger ce qu'il restait de leur passé. Il descendit l'escalier, ses pas feutrés sur le bois usé, évitant les marches qui grinçaient. La maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'un ray de lumière filtrant sous la porte de la cuisine. Son cœur s'accéléra. Ils étaient là, encore, Sophie et Étienne. Il s'approcha, ses doigts effleurant le mur, comme pour s'ancrer dans la réalité. À travers l'entrebâillement de la porte, il les vit, assis à la table, leurs têtes rapprochées, leurs voix basses. La nappe à carreaux rouges et blancs, toujours la même, semblait être le témoin muet de leur secret. Julien retint son souffle, écoutant, espérant saisir un mot, une phrase qui mettrait fin à ses doutes ou confirmerait ses pires craintes. « Haïti, pas ce que tu crois, Étienne », murmura Sophie, sa voix tremblante mais ferme. « On ne peut pas continuer comme ça. Julien, il voit tout. » Étienne répondit, son ton plus doux, presque suppliant. « On n'a rien fait de mal, Sophie. On s'aime, c'est tout. Pourquoi faut-il que ce soit compliqué ?» Julien sentit son sang se glacer. « On s'aime. » Ces mots, prononcés si simplement, si naturellement, étaient comme une lame plantée dans son cœur. Il n'avait plus besoin de preuves. La vérité, celle qu'il avait redoutée depuis des semaines, était là, nue, exposée dans cette cuisine qui avait été le cœur de leur famille. Il poussa la porte, incapable de se retenir plus longtemps. Le grincement fit sursauter Sophie qui se retourna, les yeux écarquillés. Étienne se leva d'un bond, son visage passant de la surprise à la défiance. « Julien, qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-il, sa voix teintée d'une nervosité qu'il ne parvenait pas à masquer. Julien ne répondit pas tout de suite. Il avança,
ses yeux passant de Sophie à Étienne puis à la table, où un verre de vin renversé formait une tache rouge sur la nappe, comme une prémonition. « J'ai entendu, » dit-il enfin, sa voix basse, presque un grondement. « J'ai tout entendu. » Sophie se leva, ses mains tremblantes. « Julien, s'il te plaît, écoute-moi. » Mais il leva une main pour l'arrêter, son regard dur, implacable. « Non, Sophie, j'ai assez écouté, j'ai assez attendu. Vous deux. » Il s'arrêta, les mots coincés dans sa gorge. Il voulait crier, hurler, mais une partie de lui, celle qui aimait encore sa sœur, le retenait. « Comment vous avez pu » murmura-t-il, sa voix se brisant. « Comment vous avez pu faire ça à nous, à maman, à papa, à moi ?» Étienne fit un pas vers lui, les mains levées en un geste d'apaisement. « Julien, tu te trompes. Ce n'est pas ce que tu penses. On s'aime, d'accord? Mais pas comme tu crois. C'est pas... » Il cherchait ses mots, mais chaque syllabe semblait creuser un fossé plus profond. Julien secoua la tête, un rire amer lui échappant. « Pas comme je crois? Tu viens de le dire, Étienne. Tu viens de dire que vous vous aimez. » Il se tourna vers Sophie, cherchant dans ses yeux une trace de la sœur qu'il avait connue. Mais tout ce qu'il vit, c'était de la peur, et peut-être, au fond, une vérité qu'elle ne pouvait nier. Sophie s'avança, ses larmes coulant librement maintenant. « Julien, je t'en supplie, écoute-moi. Ce n'est pas mal. On n'a pas voulu ça. Ça s'est juste passé. » Ces mots, sincères mais fragiles, ne firent qu'attiser la colère de Julien. « Passé ?» répéta-t-il, sa voix montant. « Sophie, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça. C'est contre nature. » Il frappa la table du poing, faisant trembler le verre renversé. Le vin s'étala davantage, une tache rougeoyante qui semblait grandir sous leurs yeux. Étienne tenta de s'interposer. « Julien, arrête. Tu fais du mal à tout le monde, là. On peut en parler, on peut... » Mais Julien le coupa, sa voix tremblante de rage. « Parler? Il n'y a rien à dire, Étienne. Vous avez trahi tout ce qu'on est, tout ce qu'on était. » Il recula, ses yeux passant de l'un à l'autre, comme s'il voyait des étrangers. « Vous ne pouvez pas rester ici. Pas après ça. » Sophie s'effondra sur une chaise, ses sanglots secouant ses épaules. Étienne, pour la première fois, sembla à court de mots. Julien tourna les talons, incapable de supporter leur présence une seconde de plus. Mais en quittant la cuisine, il sentit quelque chose se cristalliser en lui, une détermination froide, presque mécanique. Il ne savait pas encore ce qu'il allait faire, mais une chose était certaine. Cette nuit avait marqué un point de non-retour. La maison des Morel ne serait plus jamais la même. L'obscurité de la maison des Morel semblait plus dense après que Julien eut quitté la cuisine, comme si chaque mot échangé, chaque accusation proférée, avait épaissi l'air, le rendant irrespirable. Il était 1h du matin, le 24 août 2002, et la chaleur de l'été s'infiltrait par les fenêtres entr'ouvertes, mêlée à une tension qui vibrait dans chaque recoin de la bâtisse. Julien s'était réfugié dans le garage, un espace où l'odeur d'huile et de métal lui était familière, un refuge où il pouvait, pendant un instant, échapper au chaos de la maison. Assis sur un tabouret, une cigarette éteinte entre les doigts, il fixait une vieille boîte à outils, son esprit tournant à vide, incapable de trouver un point d'ancrage. Les mots de Sophie, « On n'a pas voulu ça, ça s'est juste passé », résonnaient dans sa tête comme une litanie cruelle. Il confirmait ce qu'il avait redouté, mais il ne lui apportait aucun soulagement. Au contraire, il creusait un vide en lui, un mélange de trahison, de honte et d'une douleur si profonde qu'elle semblait physique. Étienne, avec son ton faussement apaisant, n'était pas mieux. « On s'aime, c'est tout ». Ces mots, si simples, si banals, étaient une abomination dans le contexte de leur famille. Julien se demandait comment il avait pu être si aveugle, comment il avait laissé ce poison s'infiltrer sous son propre toit. Il alluma enfin sa cigarette, la flamme du briquet éclairant brièvement son visage fatigué. La fumée s'éleva en volute, se mêlant à l'obscurité du garage. Il repensait à l'enfance, aux étés où Sophie et lui couraient dans les champs voisins, à leurs rêves partagés sous les étoiles. Elle voulait être artiste, peindre des toiles qui racontèrent des histoires. Lui, il voulait juste une vie simple, une famille unie, un foyer où il pourrait toujours revenir. Mais ce foyer n'existait plus. Il avait été remplacé par des mensonges, des regards furtifs, des silences qui pesaient plus lourd que n'importe quel cri. Dans la maison, Sophie et Étienne n'avaient pas bougé de la cuisine. Julien le savait,
Il sentait leur présence comme une brûlure. Il imaginait leurs murmures, leur tentative de se justifier, de rationaliser ce qui ne pouvait l'être. Une partie de lui voulait retourner là-bas, leur parler, les supplier de tout arrêter, de revenir en arrière. Mais une autre partie, plus sombre, plus froide, lui soufflait que c'était trop tard. La vérité, une fois révélée, ne pouvait être effacée. Et cette vérité, ce lien interdit entre sa sœur et leur cousin, était une tache qui souillait tout ce qu'il avait cru sacré. Il se leva, écrasant sa cigarette sous son talon, et retourna dans la maison. Ses pas étaient lourds, déterminés, comme s'il suivait un chemin tracé par une force qu'il ne contrôlait pas. En traversant le salon, il jeta un coup d'œil aux photos sur le mur. Sophie à 6 ans, un sourire éclatant tenant un bouquet de pissenlit, lui, adolescent, posant fièrement devant sa première voiture. Ses souvenirs semblaient appartenir à une autre vie, à une autre famille. Il s'arrêta devant la porte de la cuisine, la main posée sur la poignée, hésitant. De l'autre côté, il entendait des voix, basses, urgentes. Sophie pleurait doucement, et Étienne parlait, son ton pressant, presque désespéré. Julien ouvrit la porte plus doucement cette fois, mais sa présence fit l'effet d'une détonation. Sophie sursauta, essuyant ses larmes d'un revers de main. Étienne se tourna, son visage crispé, mais il ne dit rien. La table entre eux était encombrée, un verre de vin renversé, une assiette brisée, des miettes éparpillées. La nappe à carreaux, autrefois symbole de leurs repas familiaux, semblait maintenant moquer leur désunion. « Julien !» commença Sophie, sa voix tremblante, mais il leva une main pour l'arrêter. « J'ai entendu assez, » dit-il, sa voix froide, presque mécanique. « Vous avez détruit tout, tout. » Étienne fit un pas vers lui, ses mains ouvertes, comme pour apaiser un animal blessé. « Julien, écoute, on peut tout expliquer, ce n'est pas ce que tu penses. On a juste... » Mais Julien le coupa, ses yeux brûlants d'une rage contenue. « Arrête de mentir, Étienne. Arrête de me prendre pour un idiot. » Il se tourna vers Sophie, cherchant dans son regard une trace de remords, de regret. Mais tout ce qu'il vit, c'était un mélange de peur et de défi. « Et toi, Sophie, comment tu peux vivre avec ça? Comment tu peux regarder papa et maman dans les yeux, sachant ce que tu fais ?» Sophie se leva, ses poings serrés. « Tu ne comprends rien, Julien, » cria-t-elle, sa voix brisée par les larmes. « Tu juges, tu accuses, mais tu ne sais rien de ce qu'on ressent. » Ces mots frappèrent Julien comme un coup, mais ils ne firent qu'alimenter sa colère. « Ce que vous ressentez ?» répéta-t-il, un rire amer lui échappant. « Vous pensez que ça justifie tout? Que ça efface ce que vous faites? C'est contre tout ce qu'on est. » Il frappa la table, faisant trembler les débris de l'assiette brisée. Le silence qui suivit fut assourdissant. Étienne, pour la première fois, sembla à court de mots. Sophie, les joues inondées de larmes, murmura « Je t'en supplie, Julien. Laisse-nous. » Mais Julien secoua la tête, ses yeux fixés sur la tache de vin qui s'étendait sur la nappe, comme une blessure ouverte. « Je ne peux pas, » dit-il, sa voix à peine audible. « Je ne peux pas laisser ça continuer. » Il tourna les talons, laissant Sophie et Étienne dans la cuisine. Mais en quittant la pièce, il sentit une résolution froide s'installer en lui. Il ne savait pas encore ce qu'il allait faire, mais il savait qu'il ne pouvait plus vivre avec ce secret. La maison, la famille, tout ce qu'il avait aimé, était en train de s'effondrer. Et dans son esprit, une idée prenait forme. Une idée sombre, terrifiante, qui le menait inexorablement vers le gouffre. L'aube n'était pas encore levée sur Saint-Ly, mais la maison des Morel semblait déjà baignée dans une obscurité plus profonde que la nuit elle-même. Le 24 août 2002, à 3 heures du matin, l'air était saturé d'une chaleur étouffante, et le silence de la maison n'était troublé que par le tic-tac incessant de la pendule de la cuisine. Julien, après avoir quitté Sophie et Étienne, s'était assis sur les marches du porche, une cigarette brûlant entre ses doigts, la braise rougeoyant dans l'obscurité. Il fixait le jardin, là où, quelques heures plus tôt, il avait hurlé sa colère devant une famille déconcertée. Mais maintenant, cette colère s'était transformée en quelque chose de plus froid, de plus dangereux, une résolution qui pesait comme une pierre dans sa poitrine. Il repensait à chaque instant, chaque indice qui l'avait conduit à ce point, les regards complices, les murmures dans la cuisine, la main de Sophie sur la joue d'Étienne, les mots d'Étienne, « On s'aime », c'est tout. Ces images tournaient en boucle dans son esprit comme un film qu'il ne pouvait arrêter. Il avait grandi dans cette maison, dans cette famille, avec des valeurs qu'il croyait immuables.
La famille était sacrée, un refuge contre le monde. Mais ce refuge avait été profané, souillé par un lien qu'il ne pouvait ni comprendre ni accepter. Sophie, sa sœur, celle qu'il avait juré de protéger, était au cœur de cette trahison, et Étienne, ce cousin qu'il avait accueilli comme un frère, en était l'instigateur. Julien écrasa sa cigarette sur les marches, le mégot laissant une marque noire sur le bois. Il se leva, ses mouvements lents, presque mécaniques, et rentra dans la maison. Ses pas le guidèrent vers la cuisine, comme attiré par une force qu'il ne contrôlait plus. La porte était entr'ouverte, et la lumière du néon clignotait toujours, projetant des ombres dansantes sur les murs. Sophie et Étienne étaient encore là, assis à la table, leurs silhouettes voûtées, leurs visages marqués par l'épuisement. La nappe à carreaux rouges et blancs était tachée de vin. Une assiette brisée reposait à côté, et l'odeur du café froid flottait dans l'air, mêlée à une tension presque palpable. Julien s'arrêta sur le seuil, ses yeux passant de l'un à l'autre. Sophie leva la tête, ses joues striées de larmes séchées. « Julien » murmura-t-elle, sa voix fragile, comme si elle craignait de briser le silence. Étienne, lui, resta immobile, son regard fixé sur la table, évitant celui de Julien. « Vous êtes toujours là » dit Julien, sa voix basse, presque un grondement. « Vous ne partez même pas. Vous restez, comme si de rien n'était. » Il fit un pas dans la pièce, ses mains tremblantes serrées en poing. « Vous pensez que je vais juste accepter ça? Que je vais laisser ça continuer ?» Sophie se leva, ses mains s'agrippant au dossier de sa chaise. « Julien, je t'en supplie, arrête. On peut parler, on peut... » Mais Julien la coupa, sa voix tranchante. « Parler? On a assez parlé, Sophie. Tu m'as dit que c'était compliqué. Lui, il m'a dit que vous vous aimiez. » Il pointa un doigt accusateur vers Étienne qui releva enfin les yeux, son expression un mélange de défi et de résignation. « Et alors, Julien ?» dit Étienne, sa voix calme mais tendue. « Qu'est-ce que tu vas faire? Nous juger? Nous chasser? On n'a rien fait de mal. On s'aime. C'est tout ce qui compte. » Ces mots, prononcés avec une simplicité désarmante, furent comme un coup de poignard pour Julien. Il sentit une vague de rage l'envahir, mais aussi une douleur plus profonde, celle de voir sa famille, son monde, s'effondrer sous ses yeux. « Rien de mal ?» répéta-t-il, un rire amer lui échappant. « Vous avez tout détruit, tout ce qu'on était, tout ce qu'on avait. » Il s'avança, ses pas lourds résonnant sur le carrelage. La cuisine semblait rétrécir autour d'eux, les murs se rapprochant, comme pour enfermer leur drame dans un espace où il n'y avait plus d'échappatoire. Sophie s'interposa, ses mains levées, comme pour arrêter une tempête. « Julien, écoute-moi. Je sais que c'est dur, je sais que tu ne comprends pas, mais on n'a pas choisi ça. Ça s'est passé, et on essaye de comprendre nous aussi. » Ses yeux brillaient, implorants. Mais Julien ne voyait plus sa sœur. Il voyait une étrangère, une femme qui avait brisé les liens qui les unissaient. « Comprendre ?» murmura-t-il, sa voix tremblante. « Il n'y a rien à comprendre, Sophie. Ce que vous faites, c'est impardonnable. » Il se tourna vers le comptoir, ses yeux tombant sur un couteau de cuisine, sa lame luisant sous la lumière du néon. Il ne le prit pas encore, mais son regard s'attarda, comme hypnotisé par la possibilité qu'il représentait. Étienne, remarquant son geste, se leva d'un bond. « Julien, arrête, tu vas trop loin. » Sa voix était ferme, mais il y avait une peur nouvelle dans ses yeux. Sophie, elle, recula son souffle court. « Julien, non » murmura-t-elle comme si elle voyait, pour la première fois, jusqu'où son frère était prêt à aller. Julien ne bougea pas, ses yeux toujours fixés sur le couteau. Il ne voulait pas en arriver là, pas vraiment. Il voulait juste que tout s'arrête. La cuisine des Morel, figée dans l'éclat vacillant du néon, était devenue l'épicentre d'une tragédie qui allait marquer Saint-Lys pour toujours. Le 24 août 2002, à 3h30 du matin, le temps sembla s'arrêter. Julien, debout près du comptoir, ses yeux fixés sur le couteau, était à l'intersection de la rage et du désespoir. Sophie, les joues striées de larmes, se tenait immobile, ses mains tremblantes levées comme pour conjurer un cauchemar. Étienne, le regard oscillant entre défi et peur, semblait chercher une issue, mais la cuisine, avec ses murs chargés de souvenirs, était une prison dont aucun d'eux ne pouvait s'échapper. La pendule continuait son tic-tac implacable, chaque seconde rapprochant la famille d'un point de non-retour. Julien ne prit pas le couteau, pas à cet instant, mais son regard, lourd de douleur et de trahison, parlait plus fort que n'importe quel geste. « Vous m'avez tout pris » murmura-t-il, sa voix brisée,
à peine audible dans le silence oppressant. Ma sœur, ma famille, ma maison, tout. Sophie s'avança, ses sanglots secouant ses épaules. Julien, je t'en supplie, ce n'est pas ce que tu crois. On n'a jamais voulu te faire du mal. Mais ces mots, sincères ou non, tombèrent dans le vide. Julien ne voyait plus sa sœur, ni même Étienne. Il voyait un tabou, une fracture dans tout ce qu'il avait cru immuable. Ce qui se passa ensuite reste flou dans les archives judiciaires, voilé par le chaos des émotions et les témoignages contradictoires. Julien, consumé par une douleur qu'il ne pouvait plus contenir, fit un pas vers Sophie et Étienne. Il n'y eut ni cri, ni geste brusque, mais une tension si dense qu'elle semblait étouffer la pièce. Les rapports parlent d'une dispute qui s'intensifia, de mots acerbes échangés, de larmes et d'accusations. Julien, dans un moment de désespoir, saisit le couteau, non pour blesser, mais comme un symbole de sa rage, un moyen de faire cesser les mensonges. Sophie et Étienne, paniqués, tentèrent de le raisonner, mais leurs voix se perdirent dans le tumulte. Ce qui est certain, c'est que cette nuit-là, la cuisine devint le théâtre d'un drame irréparable. Julien, poussé par une tempête intérieure, agit dans un instant de folie, un geste qu'il regretterait pour le reste de sa vie. Les détails, volontairement flous dans les récits officiels, épargnent les images crues, mais la vérité est là. 2 vies furent brisées, et une troisième, celle de Julien, fut à jamais marquée par le poids de son acte. La maison des Morel, autrefois un havre de chaleur et de rire, devint une coquille vide, hantée par les échos d'une famille détruite. Mais au-delà du drame, ce récit pose une question plus profonde. Qu'est-ce qui pousse un homme à franchir la ligne? Julien n'était pas un monstre. C'était un frère, un fils, un homme ordinaire confronté à une vérité qu'il ne pouvait accepter. L'amour entre Sophie et Étienne, qu'il soit réel ou perçu, était une transgression qui défiait tout ce qu'il connaissait. Pourtant, cette histoire n'est pas seulement celle d'un crime. C'est une exploration des limites de l'âme humaine, de la fragilité des liens familiaux face aux désirs interdits, et de la manière dont un secret peut devenir une bombe à retardement. Cette tragédie nous force à regarder en face nos propres ombres. Qui parmi nous n'a jamais ignoré un signe, fermé les yeux sur une vérité trop dure à affronter? Julien a vu, il a su, et il a agi, mal, tragiquement, mais dans une douleur qui résonne avec notre propre humanité. Ce drame, survenu dans une petite ville française au tournant du millénaire, nous rappelle que le mal ne vient pas toujours de l'extérieur. Parfois, il naît dans les silences, dans les regards détournés, dans les vérités qu'on refuse de nommer jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Vous qui avez suivi ce récit jusqu'au bout, vous faites partie d'un groupe rare, ceux qui osent plonger dans les abysses de l'inexplicable. Merci d'avoir eu le courage d'aller au bout de cette histoire, d'avoir affronté les ombres avec nous. Si ce drame vous a touché, si les questions qu'il soulève résonnent en vous, laissez un commentaire avec cette phrase. Cette histoire a changé ma façon de voir l'esprit humain. En le faisant, vous devenez l'un des nôtres, un chercheur de vérité, un membre d'une communauté qui ose regarder là où d'autres détournent les yeux. Votre voix compte, elle donne vie à ces récits, elle les fait résonner pour que d'autres découvrent ce que personne n'ose raconter. Partagez cette vidéo non pas seulement pour raconter une histoire, mais pour allumer une lumière dans l'obscurité, pour inviter d'autres à se poser les mêmes questions troublantes. Comme une chandelle dans une maison hantée, votre geste peut révéler ce qui se cache dans les ombres. Et si cette quête de l'étrange, du sinistre vous appelle encore, abonnez-vous. Rejoignez-nous dans ce voyage où chaque histoire est une porte ouverte sur l'inexplicable, où chaque récit est une invitation à comprendre ce qui nous effraie, ce qui nous définit. La prochaine vidéo pourrait être celle qui changera tout, celle qui vous fera voir le monde sous un jour nouveau. Restez avec nous, car dans l'ombre, il y a toujours une vérité qui attend d'être révélée.